Bonjour Monsieur Bertrand. Merci d'avoir accepté cette interview. Dans un article signé publié à l'occasion de sa visite au Vietnam, le président chinois Xi Jinping a déclaré que nous devons fermement défendre le système commercial multilatéral et préserver la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondial et aussi maintenir un environnement international ouvert et coopératif. Alors, comment comprenez-vous cette phrase? Je la comprends en réaction au contexte actuel, évidemment, avec les attaques des États-Unis sur le commerce mondial. C'est un peu les rôles inversés où c'est la Chine qui devient le défenseur du monde libre, en un sens, le monde du commerce libre. Euh, donc voilà, c'est ça que le président chinois défend. Et je pense que si on faisait, si on demandait à la plupart des pays du monde, ils seraient plutôt du côté de la Chine que du côté des États-Unis. C'est en tout cas le cas ici en Asie. Comme on a vu avec les déclarations, par exemple, du Premier ministre malaisien, encore aujourd'hui sur Twitter, il a été très clair sur ce point que il voulait développer les échanges avec la Chine, le commerce, et il défendait le commerce libre. Pareil, il y a aussi l'ancien Premier ministre de Singapour, Premier ministre Lee, qui a fait un discours, je crois, hier, où il avait des mots très très durs pour les États-Unis en disant que leur action allait faire beaucoup de mal. Et il les décrivait comme égoïstes. Seulement, c'est America First, c'est que basé sur les intérêts des États-Unis, sans tenir compte des intérêts des autres pays comme Singapour qui bénéficient de ce système, quoi. Donc la Chine est plutôt du côté de tout le monde, en fait, du monde entier qui veut garder le système de commerce international tel qu'il était, et les États-Unis se positionnent contre ça, quoi. Vous êtes sur place. Je me demande, est-ce que vous sentez aussi une sorte de mécontentement ou une sorte d'incompréhension sur place? Comment ça se passe sur place? Est-ce qu'il y a des impacts de cette décision de Trump euh, en Malaisie, là où vous vivez? Bah oui, je pense que là, en fait, il y a personne qui comprend vraiment tout le monde voit ça comme une attaque contre eux, puisque il a lancé ses tarifs, ses droits de douane sur tous les pays du monde en même temps. Donc évidemment, les gens, ils sont pas ravis, puisque je regardais les chiffres pour la Malaisie, par exemple. Ils exportent plus ou moins le même montant à la Chine et aux États-Unis. Donc, eux, clairement, ils n'ont pas envie de se positionner ou ils se mettent d'un côté ou de l'autre. Ils veulent pas avoir à choisir entre la Chine et les États-Unis. Et ils veulent garder le commerce avec les deux, puisque ça génère une bonne part de leur PIB. Donc, oui, en général, les gens sont vraiment choqués par ces mesures-là et surpris, surtout après des décennies où les États-Unis, au contraire, ont poussé à la libéralisation du commerce, à la mondialisation. Donc, c'est un renversement complet, quoi. Compte tenu des percées technologiques de l'intelligence artificielle en Asie, et notamment à travers des projets comme les paiements numériques ou encore les villes intelligentes en Asie du Sud-Est, selon vous, comment ces pays peuvent-ils mieux exploiter ces avantages pour influencer l'élaboration des règles numériques régionales et tout en préservant leurs intérêts stratégiques? Je pense que un bon modèle à regarder, c'est dans le sens négatif, c'est l'Europe. Parce que nous, en Europe, malheureusement, on n'a pas bien géré ça, surtout par rapport aux États-Unis, où tout le monde le voit aujourd'hui. Les États-Unis ont développé des géants numériques, et il y en a très peu en Europe. Et on est dominé par ces géants numériques américains. Donc je pense que ce qui est en train de se faire en Asie du Sud-Est, c'est un modèle un peu différent, plus en termes de partenariat. Donc par exemple,
Je donne un exemple en Malaisie. Il y a une application de paiement numérique qui s'appelle Touch and Go, qui est très populaire. Tout le monde l'utilise. Euh, et qui est en partie basée sur de la technologie chinoise de Ant Financial, donc la même entreprise que Alipay, Alibaba. Euh, mais c'est une entreprise malaisienne, Touch and Go. Donc c'est plus en partenariat en fait qu'ils font ça. Donc c'est pas Alipay, une entreprise chinoise qui se développe en Malaisie. C'est une entreprise malaisienne, Touch and Go, qui bénéficie de la technologie chinoise, mais c'est leur entreprise, c'est eux qui gagnent la majeure partie des revenus. Donc c'est une approche pour moi qui est beaucoup plus saine, puisque tous les profits et tous les revenus ne vont pas à la Chine, c'est partagé aussi avec les pays locaux. Ou un autre exemple, par exemple, probablement la voiture la plus populaire ici en Malaisie, c'est une voiture qui s'appelle Proton S70, donc qui est un SUV qu'on voit partout dans la rue. Euh, et Proton, c'est une marque malaisienne, mais pareil, la voiture est en partie basée sur une voiture de Geely, qui est qui est une boîte chinoise. Euh, donc pareil, il y a ce modèle de partenariat où c'est une marque malaisienne, une entreprise malaisienne, mais en partenariat avec de la technologie chinoise. Donc je pense que ce type de modèle est très sain et soutenable sur le long terme. Aussi, une autre erreur qu'il faudrait pas qu'il fasse, c'est que nous, en Europe, on a fait, c'est la fuite des cerveaux. On a eu beaucoup de nos cerveaux européens, les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle qui sont allés s'exiler aux États-Unis, qui ont bénéficié des États-Unis. Et résultat, même si on voulait faire notre propre technologie en Europe, c'est difficile parce qu'on n'a plus grand monde sur place. Et on voit pas le même type de dynamique ici en Asie. On voit pas les gens, les Malaisiens par exemple, aller en Chine pour développer la technologie chinoise. Euh, Ce qui est aussi sain parce que au final, chacun doit œuvrer au développement de son propre pays et tout le monde s'en sort mieux au final si tous les pays se développent ensemble. Donc je pense que c'est plutôt ce type de modèle-là qu'on voit émerger ici en Asie. Donc c'est davantage une influence chinoise au niveau de la technologie dans les pays du Sud-Est, mais à travers des partenariats, à travers des investissements locaux. Vous avez souligné à plusieurs reprises l'ampleur et la rapidité de la réduction de la pauvreté en Chine. Alors, face à des défis similaires dans des pays d'Asie du Sud-Est, par exemple comme aux Philippines ou encore en Indonésie, comment évaluez-vous l'approche chinoise en matière de la lutte contre la pauvreté? L'approche chinoise était très liée déjà à la marché. Il y a plus de pauvreté extrême en Chine. Les résultats sont assez incroyables pour quelqu'un comme moi qui, euh, qui a habité en Chine pendant 8 ans. Ça fait 20 ans que j'y vais très, très souvent, donc j'ai vraiment vu l'évolution. C'est assez impressionnant. Euh, mais ce qu'ils ont fait est, je pense, très lié au système politique chinois. Donc, par exemple, sur les dernières années où il restait plus que, je crois, 5-10% de taux de pauvreté, ils ont mis 2 millions de personnes, d'officiels chinois, sur le coup, qu'ils envoyaient dans les campagnes, dans les endroits avec beaucoup de pauvreté, pour développer localement ces endroits et éliminer la pauvreté sur place. Ça, c'est le genre de choses que très peu de pays peuvent faire. Et je sais pas si et résultat, je sais pas si c'est si facilement réplicable. Aussi, c'était très lié au développement de l'infrastructure. Donc, par exemple, il y avait beaucoup d'endroits qui étaient pauvres parce qu'ils étaient tout simplement très éloignés de tout. Donc, par exemple, dans les montagnes du Qinghai, très isolés, des petits villages qui n'ont même pas accès à des routes. Dans ces conditions-là, c'est impossible de sortir de la pauvreté on peut pas faire du commerce, on est proche de rien. Et donc l'approche chinoise, c'était ou bien développer l'infrastructure pour amener des routes vers ces endroits-là,
ou quand c'était juste pas possible, bouger les gens vers des endroits où ils avaient plus de chances de trouver du travail, d'avoir l'école pour les enfants, d'avoir des hôpitaux à côté d'eux, enfin d'avoir accès aux services publics. C'est un peu. Euh, oui. Allez-y. Je disais que c'est un peu une démonstration de la détermination chinoise, tant l'élimination de la pauvreté, mais là, ça fait 2 ans et demi que vous vivez en Malaisie. Est-ce que vous voyez quelques ressemblances ou sinon quelques influences de cette approche en Malaisie? Est-ce qu'il y a aussi ces campagnes de lutte contre la pauvreté, l'élimination de la pauvreté absolue, par exemple, sur place? Est-ce que vous voyez, il y a peut-être, je ne sais pas, hein, il y a un lien peut-être entre la Malaisie et la Chine dans le traitement des sujets anti-pauvreté. La Malaisie, c'est un pays spécial parce que quand on regarde l'Asie du Sud-Est, c'est quand même un pays riche, donc il y a en fait relativement peu de pauvreté ici. Mais c'est vrai qu'en général, la Malaisie est très influencée par la Chine parce qu'il y a évidemment une population chinoise très importante historiquement en Malaisie. Environ 20% de la population est d'origine chinoise. Donc ils suivent de façon très proche tout ce qui se fait en Chine. Euh, et souvent, évidemment, ils copient ce qui marche ou ils adoptent des façons de faire qui marchent en Chine. Donc, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, en fait, la Malaisie pour ce sujet-là. Je pense que l'Indonésie, peut-être, ce serait un meilleur exemple parce que, comme vous disiez tout à l'heure, il y a plus de pauvreté et, euh, et on voit, ils commencent à s'influencer un peu. Donc, par exemple, ils ont travaillé pas mal en partenariat avec la Chine sur l'infrastructure. Il y a une nouvelle ligne de train, par exemple, qui a fait beaucoup de bruit sur l'île de Java, qui a d'ailleurs été construite par la Chine sous le président d'avant. Donc, ils comprennent que c'est très lié à l'infrastructure comme l'a fait la Chine. Je pense que ces leçons commencent à entrer dans les consciences, oui. Je me rappelle que vous avez souligné à plusieurs reprises que le système chinois est profondément ancré dans son histoire et son contexte géopolitique. Selon vous, comment les pays d'Asie du Sud-Est perçoivent-ils le choix de développement de la Chine et aussi comment ces décisions d'investissement chinois en infrastructure dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route est perçue par les pays de l'Asie du Sud-Est? Bah, déjà, je pense que dans la plupart des pays d'Asie et d'ailleurs dans la plupart des pays du Sud global, il y a beaucoup d'admiration pour ce que la Chine a réussi à faire pour son développement. Et je pense que la plupart des gens aimeraient bien que leur pays se développe comme la Chine l'a fait. C'est la Chine qui aide au développement d'infrastructures des pays pour faire en sorte qu'ils s'enrichissent, ce qui est mutuellement bénéfique pour et la Chine et ces pays-là. Après, il y a évidemment, comme toujours, un peu d'inquiétude. Euh, Ce qui est toujours le cas quand on fait face à un géant comme la Chine l'est. Donc voilà, je pense que euh, l'approche qu'on voit de plus en plus dans les pays là, dans les pays d'Asie, comme on en a discuté tout à l'heure, c'est plus une approche de partenariat où la Chine fait attention à pas donner cette image d'un géant qui prend tout pour lui, mais plutôt de faire les choses dans les pays en partenariat avec des entreprises locales pour que les deux parties bénéficient de la relation. Et pour que la relation soit plus durable sur le long terme. Donc, je parlais tout à l'heure de l'exemple de Proton, cette marque de voiture malaisienne, qui est en grande partie basée sur le design et la technologie d'une marque de voiture chinoise. Mais c'est pas la marque de voiture chinoise Geely, en l'occurrence, qui vend ses voitures directement ici. C'est Proton, une marque malaisienne qui vend ses voitures malaisiennes sur la base des voitures chinoises.
Et comme ça, les deux parties bénéficient plus que si c'était juste une entreprise chinoise qui vendait ses produits dans le marché local. Donc, je pense que ce type d'approche est assez sage et beaucoup plus durable sur le long terme que des entreprises chinoises qui prennent tout le marché, quoi. Et ça bénéficie au final plus la Chine aussi, puisque au final, elle ne peut avoir un marché pour ses produits que si les entreprises locales se développent, les populations deviennent plus riches et résultat peuvent commercer plus avec la Chine que si c'était les entreprises chinoises qui dominaient tout. Donc c'est un peu un deal win-win qui est en train d'être fait plutôt que un deal où il y a que une des parties qui gagne. Merci pour cet entretien.